Attachez votre ceinture. Aujourd'hui, je vous amène dans un voyage à travers 800 ans, 3 continents, des auteurs vraiment intéressants et du beef. Jean pour le Book Show. Et aujourd'hui, je vous présente un auteur africain incontournable, Yambo Wologem. Difficile à prononcer, mais il y en a beaucoup à dire sur lui. Imaginez un jeune auteur africain né au Mali dans les années 40, de parents très en moyens, et qui utilise, oui, les moyens de ses parents, mais aussi son intelligence pour être éduqué dans les meilleures écoles africaines et ensuite dans les meilleures écoles européennes, et ça avec énormément de brio. Il apprend plusieurs langues africaines, l'espagnol, l'anglais, et il fait même enseigner. Une autre chose qu'il fait, c'est qu'il publie un livre, et il publie le livre Le devoir de violence. Le devoir de violence, en 1969, ça a gagné le prix Renaudot. Le Renaudot, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est probablement le deuxième prix littéraire en grandeur en Europe, et pour un auteur malien de 28 ans, c'était la première fois qu'un auteur africain gagnait, et si je ne me trompe pas, je pense que c'était même la première fois qu'un auteur noir gagnait ce prix-là. Pour parler du Renaudot qui a été gagné, il faut aussi comprendre pour quel livre il a été écrit. Eh bien, le Devoir de violence, c'est un roman qui s'étend sur à peu près 800 ans et qui parle en détail de différences de classe entre les Africains qui existaient depuis très longtemps avant que les Européens arrivent, qui parle d'une culture de corruption, qui parle de violence et qui parle aussi de complicité. Complicité entre les puissances européennes qui ont établi, entre guillemets, la traite des Noirs. Dans ce livre-là, Yambo Wologem est même en train de donner une grande partie de la culpabilité à des notables ou une classe sociale africaine qui utilisait déjà son peuple. Alors vous voyez le clash que ça peut causer dans le monde littéraire. Et ça arrive, non seulement ça, parce qu'il faut parler de ça, en plein milieu du mouvement de la négritude. La négritude, c'est un mouvement littéraire avec des ramifications sociologiques, politiques, qui trouve premièrement son ancêtre dans l'indépendance d'Haïti, dans la guerre civile qui est en train de se préparer aux États-Unis, qui va éventuellement rendre l'esclavage illégal, la migration entre le sud des États-Unis vers le nord et l'effervescence de certaines villes comme Harlem, Chicago, et en plus de tout ça, ou même en supplément de tout ça, toutes les guerres d'indépendance qui se passent en Afrique par rapport à des pouvoirs européens. Il y a énormément de pays qui sont en train de prendre leur indépendance. Alors la négritude, c'est un peu une célébration de toutes ces choses-là et elle est portée majoritairement par Senghor et Aimé Césaire, deux auteurs très prolifiques à ce moment-là. En contraste à ça, Yambo Wologem, en 1969, écrit un livre qui vient contrecarrer tout ça puis qui dit l'Afrique n'a pas été si pure, elle a été complice et des fois même l'esclavage a même servi ces classes africaines-là. C'est pas un discours que personne ne veut entendre. Beef numéro un. Beef numéro 2, c'est qu'on considère qu'au milieu de la négritude, où énormément d'autres auteurs noirs sortent des livres, il y a énormément de littérature qui vient de cette époque-là. Renaudot décide de donner le prix à un auteur noir, certes avec énormément de talent, mais qui a un discours complètement inverse à l'opinion publique. Et il y a beaucoup d'auteurs dans la négritude qui se disent que c'est aussi un moyen politique pour refroidir les élans d'indépendance en Afrique. Fait il y a énormément de controverses autour du livre. Un an plus tard, il renchérit avec un autre livre qui va à peu près dans cette même direction-là, Lettre à une France nègre. Dans ces 13 lettres-là, il s'adresse à différents groupes. Puis là, il parle d'assimilation intellectuelle du cerveau noir. Il parle de l'hypocrisie, selon lui, de l'antiracisme. Tout ça enflammé par une fétichisation sexuelle de la peau noire. En tout cas, il renchérit dans le même combat qu'il avait créé un petit peu dans le droit de violence. Pour ce qui est du plagiat, c'est assez compliqué ce dossier-là. Quand il est accusé, premièrement, le roman a été traduit en anglais. Les passages desquels on traite Yambo de plagiat, c'est des passages que lui, il dit qu'il avait demandé à son éditeur de mettre des guillemets, de mettre des notes pour confirmer qu'elles avaient été prises d'un autre livre. Ça, c'est pour qu'est-ce qui est plus littéraire. Deuxièmement, on dit aussi que
à ce niveau-là, il a copié une structure de roman pour un livre qui était sorti à peu près une dizaine d'années plus tôt, dans un contexte complètement autre. Fait que pour quelqu'un qui avait toujours été acclamé pour son intelligence, on lui est rentré dedans pour un propos qui était complètement inverse à l'opinion publique. Et maintenant, on dit le génie duquel il avait fait preuve dans son livre aurait été pris de quelqu'un d'autre. Alors imaginez sa situation. Il a mis à dos sa famille parce qu'il parle des notables qui ont profité de l'esclavage. Il a mis à dos les auteurs de la négritude qui auraient pu l'aider dans le combat avec cette accusation de plagiat. Sa maison d'édition arrête de publier le livre et il se retrouve seul. À travers son combat contre l'idée de la négritude et ses accusations du plagiat, il continue à écrire. C'est un auteur qui est très prolifique. Je vous ai dit, il a sorti Lettre à une France nègre. Il a aussi utilisé un nom de notre plume, Uto Rudolph, pour se délaisser du truc de race et rentrer beaucoup plus pour sa fascination pour le truc érotique, pornographique. Mille et une Bibles du sexe, c'est un roman qui est basé sur les fantasmes les plus débradés de l'aristocratie française des années 60. Alors on est dans un registre complètement différent. Fait que, abattu par toutes les accusations, tout ce qui vient avec, ben lui, il retourne au Mali, en Afrique, pendant une très grande partie ou la fin de sa vie. Il est très difficile à rejoindre, il reste vraiment dans son coin. On imagine qu'il y avait familialement, il n'était pas le mieux accueilli là-bas. Alors, il reste vraiment dans son coin. Il y a des gens qui se sont toujours battus pour réhabiliter son nom, même pendant les accusations de plagiat, même quand il se battait contre la négritude. Beaucoup de gens disaient que cette discussion-là était essentielle. C'était essentiel de parler de responsabilité, même dans une Afrique qui a été idéalisée. Fait qu'il y a des gens qui ont continué le combat pendant les dernières décennies. Et on a vu un très gros buzz dernièrement. Une des personnes intéressées à réhabiliter le nom est Mohamed Mbgar Sarr, un auteur qui a malheureusement pas gagné le Renaudot pour son livre La mémoire secrète des hommes, mais a gagné le Goncourt pour un livre où ce qu'il parle, il fait un beau parallèle entre la vie de Yombo Wologem et le génie noir. Une expression qui revient souvent dans ce livre-là, c'est le Rambo noir. C'est une de mes prochaines lectures. Je veux vous en parler plus en détail. J'ai vraiment hâte de lire. Si vous avez aimé, premièrement, si vous avez encore votre tuque et votre ceinture attachée, et vous avez aimé le voyage à travers 800 ans, 3 continents, du bif entre auteurs et des maisons d'édition, likez, partagez et abonnez-vous. On se revoit au prochain épisode. Jean pour le Book Show, votre humble lecteur.